Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Le fait est inhabituel et c'est un avocat guinéen qui le révèle. Il s'appelle Pépé Antoine Lama, un veilleur du temple de la légalité, pourrait-on dire. Pour cet avocat guinéen, la constitution promulguée et publiée au journal officiel en Guinée n'est pas celle adoptée le 22 mars 2019 par le peuple guinéen. On parle déjà de falsification de la constitution, mais de quoi s'agit-il concrètement? Je reçois pour en parler le juriste guinéen Jean-Paul Kotem-Bedouno. Il est par ailleurs attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'école de droit de la Sorbonne. Il est mon invité du jour. Jean-Paul Kotem-Bedouno, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois dans l'histoire politique de votre pays qu'on apprend qu'une constitution promulguée n'est pas celle adoptée par référendum. Je pense que par extension, on peut dire que c'est l'une des questions les plus rares que l'on ait pu constater en droit constitutionnel, y compris des autres États, parce que dans notre histoire politique et constitutionnelle en Guinée, on n'en a jamais vécu. Nous avons changé, vous l'avez constaté, 4 constitutions, et ceci serait la 5e, oui, n'est-ce pas? Mais c'est une situation pour le moins représentative d'un précédent. Que s'est-il passé concrètement? On nous parle de falsification, mais on dira dans cette émission, on parlera dans cette émission plutôt de modification après coup de 21 points de la Constitution adoptée par le peuple guinéen? Absolument, puisque j'ai lu intégralement de manière conjointe l'ensemble des deux textes et je suppose que je vous ai transmis un article y afférent. En réalité, je pense qu'il est très intéressant pour mieux comprendre, de contextualiser la question que vous posez, parce que la Constitution du 7 mai 2010 prescrivait des dispositions afférentes à la limitation des mandats à 2, n'est-ce pas, pour un président, oui, qui ne pourrait pas faire un 3e mandat. Et donc, en décembre, le président de la République, Alpha Condé, a proposé justement un référendum constituant qui était dicté par 2 considérations essentielles. Oui. D'abord, la première, c'est de corriger l'illégitimité justement de la Constitution du 7 mai 2010, illégitimité qu'ils ont estimé reposer sur le fait que les membres du CNT qui avaient élaboré cette Constitution n'étaient pas élus. Et ensuite, oui, c'était une Constitution qui résultait d'un contexte transitoire. Et du coup, il fallait corriger cette illégitimité et ensuite donner à la Guinée des institutions qui seraient démocratiques et adaptées aux nouvelles exigences du monde contemporain, pour reprendre les termes du président de la République. Le référendum a eu lieu. Absolument, le 22 mars. Un texte a été adopté. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il me semble qu'il y a une exigence d'identité entre le texte qui est approuvé par le peuple et celui qui a vocation à être publié. Le problème, c'est qu'à l'issue de la publication, qui elle-même suivait la promulgation du texte par le président de la République, eh bien, le constat qui a été fait par mon petit frère d'ailleurs, puisque c'est comme ça que je l'appelle, Antoine Pépé Lama, et il a constaté qu'il y avait 5 ou 6, au hasard d'une lecture, parce qu'il s'intéresse bien à cette question qu'il a suivie attentivement, il a constaté qu'il y avait des dispositions du texte constitutionnel qui avait été publié, qui n'était pas celui adopté par les Absolument, et c'est pourquoi je l'appelle texte à vocation constitutionnelle, puisque si on ne constatait pas ces anomalies, il serait appliqué comme constitution de la République de Guinée. Comment peut-on expliquer ça? Comment peut-on? Il me semble que c'est une question qui est complètement difficile à répondre, parce qu'on peut situer ça de 2 manières. Soit on considère qu'il y a un désordre généralisé, où c'est vraiment l'une des situations les plus représentatives de l'atteinte à la confiance publique. Parce qu'on ne peut pas falsifier le texte qui a été approuvé par le peuple, alors qu'on aurait pu infiltrer des dispositions sur lesquelles la falsification porte dans le texte qui aurait été soumis. Ça serait passé, parce que déjà pour 2 raisons, vous avez raison, parce que déjà il y a l'opposition qui boycotte le processus, et ensuite, de toutes les façons, le contexte du référendum était un contexte de restriction qui, de toutes les façons... Alors, on résume très rapidement à ce stade de l'émission. Les Guinéens adoptent une constitution le 22 mars 2019. On publie ensuite, on promulgue et on publie au journal officiel une constitution dont le texte est totalement... différent du texte qui a été adopté par les Guinéens. Se posent 2 questions principales. Maintenant, y a-t-il des dispositions substantielles, essentielles qui ont été modifiées et qui auraient entraîné l'invalidation du texte au référendum? Votre question est très intéressante. D'abord parce que, en réalité, vous demandez, est-ce qu'il y a des modifications substantielles? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des modifications substantielles qui portent sur un nombre important d'institutions. C'est le cas de la Cour constitutionnelle, c'est le cas de la Haute Cour de justice, c'est le cas de l'Assemblée nationale, c'est le cas de l'institution présidentielle. Et in concreto,
Prenons l'hypothèse justement de l'élection présidentielle dont on sait qu'elle est assujettie à la recevabilité du dossier. Je vais dire le projet de constitution tel qu'il a été approuvé prescrivait l'idée que même les candidatures indépendantes seraient admissibles puisqu'il n'y avait pas d'exigence de constitution des partis politiques. Vous appelez substantielle, disposition substantielle. Encore une fois, cette constitution serait passée de toute façon au référendum. Absolument. Mais comment le pouvoir explique-t-il cette divergence entre le texte adopté au référendum et le texte promulgué? Pour l'instant, comment le pouvoir explique? On ne sait pas du tout, parce qu'il n'y a pas, et je suppose que vous avez suivi quelques propos, y compris du ministre de la Justice, qui n'a pas du tout eu un propos assez clair sur la question. Le plus intéressant, c'est est-ce que cette réforme, je veux dire cette falsification, n'est pas suffisamment importante pour immédiatement exiger du pouvoir le rétablissement du texte approuvé? D'ailleurs, cette question est banale parce que finalement, pour la poser, c'est comme si les modifications se bornaient à être formelles, on les aurait admises. Oui. On ne peut pas faire un cafouillage entre le délai de l'approbation du texte et sa publication sans que le peuple qui s'est prononcé officiellement sur le texte ait été... Et je suppose que vous connaissez les réponses, les solutions alternatives que moi j'ai proposées. Il y en a deux, soit le président de la République et le gouvernement reprennent in extenso le processus référendaire, auquel cas il soumettrait ces textes falsifiés. Le nouveau test. Bah oui, dans ces cas, le peuple se prononce. C'est une hypothèse irréaliste, mais il faut l'évoquer. Deuxième hypothèse, ce serait de procéder à une révision constitutionnelle après que le texte effectivement approuvé ait été mis en application, étant entendu que le RPG a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ceci apparaîtra. Le problème de cette démarche, c'est qu'en réalité, on se retrouve dans une situation où on réhabiliterait l'infraction constitutive de la falsification. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un individu ou un groupe d'individus falsifie, justement remettre en cause la volonté du peuple et que dans le même temps on prenne en compte l'objet de cette falsification. C'est intéressant ce que vous dites du point de vue du droit. Jean-Paul Cotin-Bédoul, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, quelle est la constitution en vigueur en Guinée? Ça, c'est une question très importante qu'on ne peut pas répondre. Pour moi, je considère que nous sommes dans un vide juridique. Et je suppose que vous avez lu mon article. En ce moment, il n'y a pas de constitution en Guinée. Pour ma part, il n'y en a pas. On peut avoir une conception plus ou moins dualiste pour considérer, comme certains, y compris certains de mes collègues, qui considèrent que l'invalidité du texte publié entraîne ipso facto le rétablissement de la Constitution du 7 mai 2010. Ce n'est pas ma position, parce que je considère, et de toutes les façons, ce n'est pas une question sur laquelle porte un code de référence, je considère que l'invalidité ex post du texte publié est indépendante de l'abrogation assumée et constituée de la Constitution du 7 mai. Or, si on suit cette hypothèse, vous en doutez, on se retrouve dans une situation de vide juridique qui a pour conséquence, me semble-t-il, l'exigence du rétablissement immédiat du texte approuvé dans l'attente de la solution à trouver à la situation. Est-ce qu'il y a véritablement, est-ce qu'il y a eu une volonté de duperie de la part Je pense que la volonté de duperie est évidente. Elle est évidente. Elle est évidente parce que si vous regardez des dispositions afférentes au médiateur de la République, ou le médiateur en vertu du projet constitué, du projet approuvé, élu pour un mandat de 7 ans, sauf qu'en vertu de la Constitution, il est élu pour 5 ans. Il est nommé pour 5 ans, pardon. Et ensuite, le plus intéressant, c'est justement des dispositions afférentes à la nomination des membres du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que vous revoyez carrément une modification qui constitue ce que j'appelle la recentralisation du pouvoir de désignation. Parce qu'en réalité, le président de la République nomme 3. Le président de la République nomme 3, le président de l'Assemblée nationale en nomme 2, et parmi les 3 du président de la République, il y a un qui est président. Et au surplus, on a conféré à l'association des magistrats la responsabilité de la désignation de 2 magistrats, sauf que désormais, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Or, on sait, en vertu justement de la loi du 17 mai 2013 afférente au Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, surtout la formation qui s'occupe de ces questions. Or, vous savez qu'on est dans une situation d'influence politique évidente, n'est-ce pas, qui, in fine, confère au président la responsabilité de la désignation de 7 sur les 9 de facto, parce que l'analyse des régimes politiques n'est pas exclusive des considérations factuelles. On va suivre avec grand intérêt l'évolution de cette situation dans votre pays, la Guinée. Merci en tout cas. Je vous remercie, M. Togbé. Du jour, Jean-Paul Cotin-Bédoul, je rappelle que vous êtes juriste très au fait des questions de constitution. Vous êtes par ailleurs attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'école de droit de la Sorbonne. Merci. Merci, M. Togbé. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. C'est chaud.